La force de l'ONU assure avoir repris une ville aux rebelles en Centrafrique au Mali. Publication d'un calendrier électoral avant le sommet de la CEDEAO. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, fin du voyage pour la relique de Patrice Emery Lumumba. Et puis on termine par le Togo, baisse de plus de 50% du taux d'infection du VIH-Sida. Nos invités sont en place, le journaliste togolais Rodrigue Ahego. Bonjour Rodrigue, vous allez bien? Bonjour Michel, je peux dire que je vais bien à la togolaise et je suis ravi d'être au plateau aujourd'hui. Et j'en profite pour dire ou pour saluer, je dirais, les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent et qui nous font confiance. Nous avons également l'homme politique ivoirien Corneille Norbert Kouassi. Bonjour, comment Bonjour, ça va? bonjour Michel, ça va super bien. Le voyage continue à Lomé. Oui, le voyage continue à Lomé pour le Tout moment. se passe bien? Tout se passe très bien. J'en profite pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de New York TV. Je salue mon pays, la Côte d'Ivoire. Je salue tous les Togolais. Je salue tous ceux qui concourent à ce que nous puissions être vus à travers le monde. Merci Michel de m'avoir invité à ce banquet intellectuel. Allez, on commence par la reprise centrafricaine des casques bleus rwandais et zambiens de la mission de maintien de la paix de l'ONU. Dans ce pays, ont combattu et repoussé des rebelles hors d'une ville du nord-est de ce pays en guerre civile depuis 9 ans, a assuré l'ONU mercredi dernier. Rodrigue Gallego, l'amunissement dont un responsable évoque deux rebelles tués affirme avoir agi dimanche en vertu de son mandat de protection des civils. Comment ce mandat se passe? Ben, écoutez, avant tout, j'aimerais, parce qu'avec mon co-débatteur, ça me redonne un peu quelques airs que j'ai souvent partagés en Côte d'Ivoire. Ça me relance un peu comme si ça me donnait envie de retourner encore. Moi, j'ai bien envie de retourner parce que j'ai eu à séjourner sur place, à rencontrer des hommes politiques, échanger sur l'avenir du pays, voir un peu des idées panafricaines et puis aussi des idées anti-panafricanistes, hein, parce que tu sais, dans nos États, il y a certains qui ne voient pas plus loin que la portée de leur nez. Et donc, ça reste enfermé dans un carcan où on pense que, bon, parce qu'aujourd'hui on trouve à manger, on ne pense pas aux générations futures, alors que nous autres, nous pensons aux générations futures, nous voyons au-delà de nos propres limites, c'est-à-dire une Afrique ou ces États africains-là qui seront un bon exemple pour ceux qui accompagnent nos aînés pour détruire nos États. Ceux-là qui accompagnent nos aînés pour détruire nos États, eux, ils sont en train de préparer le terrain pour venir l'envahir. Parce que chez eux, ça ne fait plus bon vivre. Il y a des ouragans, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a la guerre, l'océan se déchaîne et puis avale tout sur son passage, etc. Mais nous, chez nous, nous sommes tranquilles, même s'il y a des effets du réchauffement climatique que nous ressentons. Ouais. Ça se limite aux inondations. Et ces inondations-là, même si la gouvernance était ce qu'elle devrait être, gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple, on devrait trouver des solutions à ces problèmes d'inondation. Malheureusement, j'ai vu les rues d'Abidjan, j'ai vu le Grand Bassam, j'ai vu un peu, c'est un peu triste, quelques petites pluies, vous voyez, idem à Lomé, idem à Cotonou, c'est un peu en train de partir parce qu'il y a un sérieux travail d'assainissement qui se fait sur place. Ouais. Et vous savez, j'ai suivi un documentaire sur un pays occidental où on a parlé plutôt de la ville souterraine. Et la ville souterraine, c'est un peu la canalisation de tous ces caniveaux-là, comment l'eau circule, etc. Et ça crée une autre ville en bas. Tout à fait. Et ça permet à ceux qui sont à la surface de la terre de vivre aisément. Pourquoi ne pas aller à cette école-là et épargner nos pays de toutes ces images désolantes que nous vivons après chacune des pluies. Donc ça, c'était une parenthèse. Une parenthèse, juste une parenthèse. Ouais. Revenant à ta question, ce qui me dérange dans ces histoires de mission, c'est qu'on parle de mission de maintien de la paix et on ne veut pas faire la guerre à des rebelles qui font la guerre à ceux que ces missions sont censées protéger. Et ça, j'ai du mal à comprendre cela. Quand vous allez au fond, on vous dit, on a pris la ville, mais on n'a pas éliminé le danger.
on a repoussé le danger, Le danger. qui constitue un danger pour d'autres. Ouais, d'où le sens de ma communauté. question. Comment cette mission se passe C'est ce que je démontre parce que j'ai du mal à comprendre. Finalement, on dirait que c'est du business qui se fait sur place. On prend les armes, on pousse un peu les gens, ils vont chercher des armes, ils viennent, et puis nous, on les pousse encore. Aussi longtemps qu'ils auront les armes, aussi longtemps nous aussi, nous resterons sur place. Et donc, ça continue. Je n'ai autre explication ou autre analyse à faire que ça, parce que depuis que cette mission existe en Centrafrique, au départ, la Centrafrique, il faut rappeler que ce sont les communautés qui ont pris les armes pour se régler des comptes. Tout à fait. Pour se faire respecter, parce qu'entre-temps, ils ont vu leurs droits violés par X ou Y. Et ils ont pris les armes. Alors, chemin faisant, on essaye d'aller vers la paix. On dit, ben, on va signer un accord de cessation de feu, et donc tout le monde dépose les armes et tout. Mais entre-temps, les règles du jeu semblent ne pas être respectées. On ne se fait pas confiance. Et puis, rapidement, si c'est des groupes rebelles, on dit, ben attends, c'est parce que nous sommes chacun dans son coin qu'on essaye de nous dominer. Donc, mettons-nous ensemble, renforçons nos capacités. Et ils ont renforcé leurs capacités, ils ont assez de force maintenant, à l'équivalence de l'armée régulière qui est là, à l'équivalence de ces missions-là, qui sont surarmées, mais qui ne font que repousser le danger vers d'autres communautés. Moi, je ne sais pas comment comprendre cette histoire-là. Mais écoutez, Norbert Kouassi, la rébellion de la coalition des patriotes pour le changement a accusé en retour la force de l'ONU de combattre aux côtés du groupe Wagner. C'est tout un méli-mélo total. Oui, c'est un méli-mélo total. C'est ce que mon copanaliste était en train de dire tout à l'heure, qu'il ne comprend pas la mission même de l'ONU. Parce que cette mission, dans son mandat, on nous dit que c'est la protection des civils. Mais nous sommes en guerre. C'est mieux, vous venez protéger les civils, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas accepter que des rebelles qui sont issus de groupes terroristes, moi c'est comme ça, moi je les appelle, de groupes terroristes venant de d'autres pays qu'on a ramassés, et les gens sont venus les déposer en Centrafrique, ne peuvent pas attaquer l'État centrafricain, et puis l'ONU, qui dans son mandat doit protéger les États, ne protège plus les États, mais vient dire qu'il protège les civils. Mais ils viennent protéger les civils. Mais là, est-ce que c'est parce que ces rebelles ont-ils tué des civils qu'aujourd'hui, la MINUSCA va repousser les rebelles? Mais dans l'analyse, on a compris que ce n'était pas seulement la MINUSCA qui a fait le travail, mais la MINUSCA était accompagnée par le groupe Wagner et les FACA. Ça veut dire que là où je ne comprends pas, ils ne se sont jamais entendus. La MINUSCA et les FACA, les FACA peuvent s'entendre avec le groupe Wagner pour chasser les rebelles. Mais cette fois-ci, c'est les trois groupes réunis qui chassent les groupes rebelles. Je ne comprends pas quelque chose. Qu'est-ce que l'ONU veut montrer à la face du monde? Qu'est-ce que l'ONU veut montrer au président Touadéra et son équipe? Mais j'ai un autre problème encore. Si les FACA et Wagner se sont alliés à la MINUSCA, pour pouvoir chasser les rebelles. Pour pouvoir chasser les rebelles, vous comprenez que dans cette zone se trouve le groupe Castel qui paye ses droits à l'État centrafricain. Castel aussi paye ses droits à la France. Castel aussi paye ses droits peut-être à Wagner. Donc du coup, quand les intérêts se croisent et que quelqu'un seul veut venir détruire cet intérêt, je crois bien que les gens doivent se réunir pour chasser ces groupes rebelles qui sont ni foi sans loi. Justement, les combattants du CPC s'étaient emparés le village s'appelle Ouanda Djalé. C'était le 16 juin écoulé. Rodrigue Arrigo, on a vu la désolation des populations. Hein. Surtout quand on arrive, on veut massacrer ces populations. On peut comprendre la position aujourd'hui de la MINUSCA qui aide véritablement le groupe Wagner à chasser ces rebelles. Oui, comprendre dans quel sens. Tout d'abord, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est
l'analyse de l'accusation portée par les rebelles contre la MINUSCA. Soi-disant que la MINUSCA accompagne. Non, que la MINUSCA a violé son cahier de charge, sa mission. Ce qui voudra dire que c'est une mission claire pour tout le monde. Oui. Et que chacun devait rester sur sa ligne. Nous prenons les armes, nous venons semer la panique, la pagaille. Les autres prennent les armes, ils stabilisent un peu et puis le business continue. Est-ce que ce qui se passe là-bas est aux antipodes, selon vous, de ce qui se passe au Mali où on massacre les populations? Or, là, c'est la MINUSMA, reste sur sa ligne. Michel, depuis que je viens ici, je n'ai pas de cesse martelé que c'est un business qui se fait entre ceux qui fabriquent les armes. Moi, Rodrigue, je ne fabrique pas les armes. Je n'arme personne. Maintenant, dis-moi, si ces rebelles-là, on ne les ravitaille pas, vous avez vu leur engin au Mali, par exemple, vous avez vu tout ce que ces rebelles possèdent? C'est une armée, c'est toute une armée. Et nous savons que les armes, on ne les vend pas à Rodrigue. On ne va pas les vendre à Michel. Normalement, les armes se vendaient d'État à État, fabricant à État. C'est pour ça que vous allez apprendre que tel chef d'État a effectué un voyage à Paris ou à Washington, etc. Il a signé un contrat militaire et il a acheté tel hélicoptère, tel blindé, etc., etc. Mais aujourd'hui, les rebelles ont ça. Est-ce que c'est moi, Rodrigue, qui livre ça aux rebelles? Ce n'est pas moi qui livre ça aux rebelles. Et vous allez voir que quand ils finissent de semer la terreur, ils prennent 2-3 éléments de la population, ils exigent des rançons, et il y a des gens qui mobilisent les fonds pour aller payer ces rançons. On ne nous dit jamais qui vient chercher les rançons là. On ne nous dit jamais qui vient chercher les rançons là. On vous dira après que la mission c'est de donner un appui aérien. L'appui aérien n'arrive jamais à détecter le parcours de ces rebelles-là qui viennent semer la pagaille, la panique au sein des pauvres populations et les tuer. Comment vous comprenez cela? La dernière fois ici, j'avais analysé. On nous dit qu'on a pris 2000 filles de Chibok. Oui. 2000 filles. Entre nous, si on aligne, par exemple, 100 bœufs, 200 bœufs en bétail, attends, les satellites vont rapidement détecter ça. 2000 filles, on n'a pas vu leurs traces. Mais par après, on a pris un vieux Français et puis un Italien. Là-bas au Nigeria, on a payé les rançons, ils ont été libérés. On nous a tranquillement dit que ceux qui gardaient les otages avaient un peu manqué de vigilance et puis les gens se sont échappés sans pouvoir identifier comment dirais-je, sans pouvoir localiser. Vous parlez de complicité entre les gens pour... Je dis c'est du business. C'est tout comme hier on faisait le commerce triangulaire. Entre qui et qui? Mais ceux qui fabriquent les armes, ceux qui les commercialisent, ceux qui les achètent, et ceux qui ont des intérêts à protéger dans ces États en guerre là, où les terroristes ou les groupes rebelles déclarent la guerre aux populations. Et c'est ce qui se passe en République centrafricaine. Quand les rebelles viennent, qu'est-ce qui se passe? On chasse les populations fuient, ils laissent leurs maisons, etc., etc. Et généralement, quand vous analysez bien, ce sont dans des zones minières, dans des zones où il y a des entreprises où des intérêts multinationaux sont à protéger. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et je l'avais dit la dernière fois, en Afrique, ce n'est pas facile à Rodrigue de prendre l'arme pour tuer Michel. Parce qu'on n'a pas reçu ça comme éducation en Afrique. C'est de l'autre bout du monde que tu apprends que tel bonhomme a pris les armes pour aller ouvrir le feu sur ses camarades à l'école. En Afrique, ici, on ne nous a pas donné cette éducation-là. Ça, c'est un phénomène qui entre l'Occident. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on sème en nous. On nous dit, ce sont des rebelles. Ils leur trouvent des noms. On les voit armés. Ils utilisent des téléphones. Nous, par exemple, chez nous, au Togo, on a utilisé Pegasus. On utilise Pegasus pour nous suivre. Tu comprends? Pourquoi ne pas utiliser Pegasus pour suivre ces rebelles et les éliminer parce qu'ils constituent un danger pour les populations si la mission est la protection des civils? Pourquoi ne pas utiliser ces moyens sophistiqués-là pour venir à bout de ces fléaux, comment dirais-je, de ce danger, de ce virus-là qui décime les populations et sème la pagaille et la désolation tous les jours, fabrique des veufs, des orphelins. Qu'on nous explique le phénomène. Ou soit qu'on nous dise pour chuter que les rebelles sont plus formés et plus équipés que les forces régulières et ces missions onusiennes-là. On comprendrait. Alors, la CPC offusquée dans un communiqué c'est offusqué, j'allais dire, dans un communiqué de la collusion immorale entre la MINUSCA
et les mercenaires russes de Wagner et des forces centrafricaines. Alors cela veut dire que la CPC voit devant du feu. Elle peut se dire maintenant, ces trois grands groupes militaires qui sont en face d'elle, elle a encore des jours graves derrière elle, la Non, CPC. la CPC ne voit pas la chose comme on l'entend. C'est ce que Rodrigue venait de dire. Il y a eu un cahier de charges que ceux qui créent les rebelles leur ont donné. Et dans le cahier de charges, on leur dit que on va vous amener MINUSCA qui va faire la jonction entre vous et l'armée nationale. Et que cette mission onusienne-là ne vous attaquera jamais. Cette mission onusienne-là va vous apporter un appui militaire. C'est le contraire qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. On pouvait voir des chefs rebelles ou bien des rebelles embarqués dans des conteneurs que le 43e BIMA transportait depuis le nord jusqu'à Abidjan. Parce que autant de barrages, autant de guet-points entre Bouaké et Abidjan. Mais on ne comprend pas qu'on se lève un matin et qu'on dise que plus de 1500 ou bien 500 rebelles ont attaqué la ville d'Abidjan. Ils ont été convoyés comment? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que les gens qui ont envoyé les rebelles, les gens qui ont envoyé ces assassins, savent comment ils procèdent. Et comme nos États leur font confiance, parce que des cargos de militaires français peuvent traverser toute la ville d'Abidjan du matin jusqu'au soir. Aucun militaire, aucun gendarme n'a le droit d'arrêter leur convoi et leur demander quoi qu'il en soit. Parce qu'ils se trouvent chez eux. Pour eux, les États africains, c'est leurs États. Pour eux, ces États africains ne sont pas encore mûrs pour se prendre en charge. Donc c'est eux qui doivent faire le beau temps et le mauvais temps en même temps. Quand ils sont contents, ils font le beau temps. Quand ils ne sont pas contents, ils font le mauvais temps dans ces États-là. Donc quand les rebelles de la CPC se plaignent, c'est parce que les gens leur ont dit que cela ne vous en attaquera jamais. Et d'ailleurs, entre les FACA et le groupe, entre les FACA et la MINUSCA, il y a des accords. S'il n'y a pas d'accord entre un État, les missions onusiennes ne peuvent pas venir. Oui. Et dans ces accords-là, des accords de dupes. Vous le souhaitez, on va marquer une petite pause. On revient continuer, si vous le voulez, avec le Centrafrique.